Quand Macron Emmanuel met ses petits pieds dans les bras, les grands plats congolais, c'est le thème de notre forum de cette semaine et nous en parlons avec Luc Abaki. Luc nous fait le plaisir d'être au plateau pour cette seconde partie. Monsieur Abaki, merci. C'est un plaisir. Et nous profitons un peu saluer Anani Sossou qui aurait dû être avec malheureusement pour un arrangement, enfin un problème dans l'aiguillage. Son arrivée n'a pas été effective. Nous osons l'avoir dans les prochains jours pour analyser les sujets politiques sur notre antenne. Et pour cette seconde partie, c'est avec les téléspectateurs, plus 228 96 46 10 31. C'est le contact pour nous écrire, pour poser vos questions sur la nouvelle tournée africaine de Macron. Ce que vous pensez de cette tournée, de sa reformulation de la politique africaine de la France et de la célèbre conférence de presse avec Tshisekedi, où ils sont... On a cru à un moment qu'il ça serait venu aux mains. Heureusement qu'ils ne sont pas arrivés là. Alors, donc, on commence tout de suite avec qui Gbetchoevi depuis la capitale béninoise. Louis Gbetchoevi, j'espère que je prononce bien. Bonjour Gilles et merci beaucoup pour votre invité, pour son éclaircissement. Je demande... si ce n'est pas une opportunité, vous le disiez Luc d'ailleurs, si ce n'est pas une opportunité pour l'Afrique de s'imposer davantage au moment où plusieurs puissances occidentales débarquent chez nous avec les gaffes d'Emmanuel Macron, ou bien nous allons rester comme ça et être toujours bénis oui. Merci beaucoup et bon dimanche à tous. C'est Louis Gbetchoevi depuis... Cotonou au Bénin. Oui, mais c'est clair parce que si la France continue de faire ses gaffes, d'ailleurs l'idéal aurait été que nos dirigeants comprennent que leur responsabilité c'est vis-à-vis de leur peuple et que dès l'instant où ils ont la légitimité du peuple auprès de leur peuple et qu'ils assument leurs responsabilités, ils doivent pouvoir avoir des partenariats sains avec toutes les puissances du monde, etc. Dès l'instant où ils ont des faiblesses à l'interne, c'est d'ailleurs pour ça que malgré la condescendance de la France, malgré l'arrogance des dirigeants français, etc., ils sont obligés d'y être parce qu'ils jouent leur propre survie politique. Vous voyez? Donc, à partir de l'instant où aujourd'hui, l'hégémonie de la France est en train de s'effondrer, justement avec les gaffes de ces dirigeants, il faut bien que nos dirigeants commencent à prendre les bonnes clés, qui consistent d'abord à travailler en mutualisant leurs énergies. Les présidents, je ne comprends pas. Voyez-vous, on dit aujourd'hui, nous sommes des États souverains, indépendants depuis plus de 60 ans. Mais nous fonctionnons toujours avec l'héritage de la colonisation. Mais ces États qui ont été balkanisés, nous avons des petites portions, les gens disent qu'ils sont des dirigeants, alors que ça ne leur permet, même temps, ne leur permet pas de développer leur pays. Mais pourquoi ils ne commencent pas à réfléchir à des formules internes où ils se mettent ensemble, mais pour faire des fédérations? Je crois que, vous voyez, il a fallu toutes ces épreuves-là pour qu'aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso et la Guinée se disent, ben, on va faire une fédération. Attends, si les épreuves ne nous donnent pas, ne sont pas des opportunités pour nous, les dirigeants, en tout cas pour les dirigeants africains et pour les peuples, c'est que nous ne sommes pas du tout intelligents. Bonjour Monsieur Boko, mes salutations à votre invité, merci. C'est Touata de Noche, merci donc beaucoup pour la fête communicationnelle que vous nous réservez chaque dimanche pendant 2 heures d'échange. Merci. Fête communicationnelle d'échange, de réveil et de renaissance des jeunes panafricains. Macron mais les plats Macron dans les plats avec ses pieds et cravates est un échec total pour la classe politique française actuelle. Comme quelqu'un le disait, le train de Assimi Goïta est en marche. Pas de stop, pas de regret pour nous panafricains. Alors nous invitons tous les Africains à rejoindre le Mali, le Burkina Faso, la Guinée. Bref, nous voulons que nos présidents accompagnent leur discours avec des actes. Nous ne voulons plus les présidents de discours en pleine journée et la nuit à Paris. C'est fini. La France-Afrique
plus de peur car le peuple africain a pris le combat pour mettre fin à cet amour France et Afrique. Et à la fin, c'est toujours la France qui se réjouit de cet amour. C'est Touata qui nous a écrit de notre chaîne. Hubert Topou depuis Baguida. Salut le plateau. Quand Macron affirme à Brazzaville qu'il faut faire avec les dirigeants qui sont là, pourquoi il s'en prend aux autorités de Bamako? Ben justement, pourquoi il ne fait pas avec les autorités de Bamako? C'est une question très pertinente. Mais elle est très pertinente parce qu'en fait, elle révèle encore une fois l'état d'esprit de Macron. C'est-à-dire que s'il y a un dirigeant qui porte entorse aux intérêts de la France, qui porte un coup à l'hégémonie de la France en Afrique, évidemment, il a un ennemi. Et là, on le rappelle, les questions démocratiques, les questions d'alternance, etc. Et donc, il n'a qu'à faire précisément avec Assimi Goïta, qui est donc venu, c'est vrai, par un coup d'État, mais que son peuple a accepté. Donc, si à Brazzaville, le peuple fait avec Denis Sassou Nguesso, et lui, il trouve que c'est normal qu'il peut aller là-bas. Il n'a plus à s'ingérer ou du moins à donner des leçons à des dirigeants qui soient venus d'une manière ou d'une autre. Il revient fondamentalement au peuple de juger de la nature des actes que leurs dirigeants posent. C'est une question extrêmement pertinente, d'autant plus qu'il s'est immixé aussi au Tchad pour faire introduire un jeune avec une violation mais grave de tout ce qu'il y a comme républicain. Donc il a qu'à faire avec tous les dirigeants qui sont là. Et puis bon, nous on avisera. Bonjour Gilles, Richard Tagba de Cara. Je salue votre invité. Suite à cette visite de Macron en RDC, j'ai particulièrement aimé les vérités que le président congolais lui avait dites, notamment sur la question de la crédibilité des élections en France ou ailleurs qu'on pense être meilleur. Macron continue de nager dans les eaux africaines, mais il faut noter qu'il souffre à redorer le blason et redonner un visage poussiéreux de la France en Afrique. C'est ridicule. Maintenant, pensez-vous réellement que Macron pourra-t-il nettoyer les plats qu'il a salis ou même cassés en Afrique? N'est-il pas une honte pour un dirigeant français de se comporter comme il le fait actuellement, se demande? Non, je crois. Vous savez, le président Macron a sa personnalité. Il a sa personnalité, il a ses réflexes. Et c'est un capitaliste fin, un banquier. Il joue les intérêts de façon crâneuse de la France. Et donc, il n'est pas convaincu qu'il fait des erreurs. Il est sûr que sa posture, tout ce qu'il fait, c'est dans l'intérêt de la France, c'est pour préserver les intérêts de la France et les amplifier, etc., etc. Mais il se trouve que, si vous remarquez très bien, depuis que Macron est venu, il a précipité, il a endommagé de façon plus grave les relations qui existaient donc entre les pays africains et la France, précisément à cause de ses maladresses. Mais quand on parle de maladresse, c'est qu'il ne le fait pas consciemment. C'est sa personnalité, c'est la culture, c'est le regard qu'il porte sur la vie qu'il est en train de matérialiser. Dans la vie, nous ne pouvons manifester que ce que nous savons de cette vie, hein, de ce que nous avons acquis, de notre profil, de notre expérience et tout. Donc, il a eu un parcours qui est tout à fait lisse en tant que banquier, etc. Il s'est retrouvé président. Il a ses faiblesses. Et donc, il ne peut pas, dans ces conditions-là, changer d'attitude. C'est pour ça qu'il fait l'effort de changer de discours. Mais entre le discours et les actes, au niveau des actes, c'est un état d'esprit qui s'exprime. Et donc, il sera très difficile, et je suis convaincu, qu'il va effondrer véritablement tout l'Empire français en Afrique par ses égarements. Je crois que c'est le meilleur des services que les Français ont rendu au peuple d'Afrique en élisant quelqu'un qui fait preuve d'immaturité politique, en tout cas. Benito Assi nous a écrit pour une préoccupation particulière. Je vous promets, à la fin de l'émission, on va regarder ça. Il dit avoir souscrit à un réabonnement de Cotonou et que jusqu'à présent, il a des difficultés donc pour recevoir nos images. On va regarder ça de près. C'est promis. Benito Assi, merci de votre fidélité. Bonjour le plateau de New World. Je remercie l'invité du jour pour son développement. J'aimerais poser quelques questions.
Pourquoi les dirigeants africains francophones n'arrivent jamais à dire la vérité à la France sur son ingérence dans la gestion de leur pays? 2. La France a-t-elle encore la batterie chargée pour freiner le sentiment anti-français dans les pays francophones en Afrique? C'est Yao Ekoué qui nous écrit de Zaoula. Zaoula, c'est dans les lacs. Hein. Je pense, je ne connais pas trop. Oui, voilà. Alors, pourquoi nos dirigeants n'arrivent pas à dire la vérité? Je pense que, je crois l'avoir dit, en fait, c'est un système. D'abord, il y a eu la colonisation. L'objectif de la colonisation, c'est quoi? C'est la conquête des espaces pour pouvoir assurer la survie de l'économie du Nord. Et donc, ils sont venus conquérir tout cela et à un moment donné, il a fallu que des consciences s'éveillent et qu'on revendique la liberté, etc. À leur corps défendant, ils ont dit, bon, mais écoutez, on va vous concéder cela. Mais en verrouillant en même temps tout le système pour que nous puissions dépendre toujours d'eux. En réalité, un président de la République ne peut être à l'aise à cracher des vérités, comme on le dit, à un interlocuteur, à une puissance, que si il est convaincu de sa légitimité, s'il est convaincu de la pertinence de ses choix politiques, de ce qu'il réussit à réorganiser sa société et à lui assurer une évolution progressive. Mais quand l'État, le président, n'a pas cette marge-là, simplement parce que d'abord, il y a des verrous. Ça, il faut faire la part des choses. Il y a des verrous qui engluent nos États dans une forme de dépendance. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que je cite le cas du franc CFA, mais aussi l'immixtion de la France dans le choix de ces derniers, etc. Lorsque vous héritez de ce système-là, votre marge est déjà réduite. Voilà pourquoi la solution de base, en fait, en Afrique, c'est que nos dirigeants comprennent qu'ils doivent se souder, qu'ils doivent rester. C'est d'ailleurs pour ça qu'on considère qu'ils avaient mis en place l'UMOA, la CEDEAO, etc. C'est pour mutualiser les énergies. Mais dans le mécanisme de fonctionnement, on constate que c'est encore ces puissances occidentales qui assurent la survie même de ces organisations-là. De manière que, finalement, les objectifs pour lesquels ils ont mis toutes ces structures en place ne sont pas du tout atteints. Ils sont même plus divisés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Dans ces conditions-là, avec ces forces éphémères-là, ils ne peuvent pas contrer un pays comme la France. Ça sera très difficile, mais c'est d'ailleurs, on est heureux aujourd'hui que les consciences ont commencé à s'éveiller dans la masse. Et donc, ça pousse directement les dirigeants à oser d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a une tendance. Et vous allez voir que aujourd'hui, Tshisekedi a parlé comme il entend. Et le Burkina est libre de dénoncer les accords militaires avec la France parce que le Mali l'a fait, parce que le Centrafrique l'a fait. Et cet État-là continue de vivre, et même apparemment mieux que quand il composait farouchement avec la France seule. Donc, c'est un processus qui va venir, et je crois que si les dirigeants français ne font pas l'effort de polir leur langage et de changer de regard sur les États africains et leurs dirigeants, ça va être très difficile et même catastrophique. J'ai envie de créer une nouvelle chronique, l'Afrique décomplexée. Bonjour mon frère Gilles, et à ton invité, la visite du président français profite seulement à la France. Je suis sûr que cette visite est bien préparée par la Macronie depuis longtemps. Je suis également sûr que les présidents qui ont reçu la visite ont su quelques jours avant la tournée. C'est Kadek Tchanyao qui nous écrit. Alors, dans cette situation, que peuvent faire les dirigeants visités? Le président Sassou Nguesso a carrément proposé une balade au mémorial Savourdian de Brazza. Les Africains ne doivent pas penser que la visite du président Macron peut changer quoi que ce soit. Pour l'Afrique, Macron n'a pas besoin de faire le déplacement car le franc CFA met la France en position de bon pilleur. Même nos frères maliens, pour acheter à l'international, utilisent la parité du franc CFA avec l'euro. Je dirais même qu'au Mali, la France continue de tenir la corde de la chèvre. Kader Tchanyao de Sokodé. Merci beaucoup pour votre contribution. Bonjour Niwad, merci à vous au quotidien. La visite africaine de Macron apparaît comme une tournée de mobilisation des troupes. Qui a donné un bilan mi-figue, mi-raisin. Tout ceci est lié à l'image arrogante de la personne de Macron qui ne veut pas croire que les temps ont changé et qu'il faille changer de disque et assumer pleinement les passifs de leur passé. Force à l'Afrique, Roméo Ayeko Balogun depuis Abomey Calavi au Bénin. Et pour ce passé-là, Macron
continue de créer les commissions. On en a créé pour revisiter le passé du Cameroun. Vous pensez, hein, sincèrement, que ces commissions vont dire la vérité sur ce qui est passé? Non, si elles ne sont pas sûres, ces vérités déjà. Il multiplie des actions. Tout ça, c'est pour maintenir sa présence dans l'imagerie collective des Africains et donc faire en sorte que la France ne puisse pas perdre son aura, tout simplement. Donc, il met des commissions, mais le sommet même qu'il de Montpellier, il y a eu un certain nombre d'engagements qui avaient été pris, même si c'était pas, on sait que c'était du folklore et tout. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Donc, tout cela, en réalité, c'est pour nous distraire. Il faudrait que nous comprenions dans nos pays que nous n'avons aucun intérêt à concentrer, à déverser autant d'énergie sur des sujets de cette nature qu'il faut vraiment qu'on commence à s'organiser et que nos dirigeants vraiment comprennent toutes leurs responsabilités dans le devenir de ces peuples-là. Tenir le discours qui permet de créer la confiance collective au plan national, commencer à initier des chantiers de développement qui soient bien conduits, lutter contre la corruption, contre l'impunité, etc. et assainir véritablement la gouvernance de nos pays. Dès cet instant-là, ce développement n'est pas un miracle, c'est un processus. On ne décrète pas le développement. Et donc, toutes les fois où nos États considéreront que sans l'aide de la France, sans l'appui, sans le partenariat avec la France, on ne pourra pas se développer et qu'il faut à chaque fois demander les conseils, les orientations, l'inspiration de la France, on aura toujours des problèmes malheureusement. Boukaré nous a écrit de Sokoré, il dit que le doyen Kegewe leur manque, bien sûr, qui va revenir certainement dimanche prochain. Le doyen Kegewe se repose chez lui, on profite de l'occasion pour lui dire bon séjour, hein, bon séjour. Au village. Salut Gilles, merci beaucoup à l'aîné Luc Abaki pour ses analyses lucides. Pourquoi les médias français ont-ils fait silence radio à la Java que Macron est allé faire en RDC? Si c'était un président d'un pays africain, ces médias français allaient en faire des éditions spéciales. Sur un autre aspect, pensez-vous que la visite de l'état-major nigérien est sincère? Il veut parler de la visite au Mali. N'est-elle pas une manipulation de Macron pour infiltrer les FAMA, les forces armées maliennes, via l'armée nigérienne? Bonne émission. Le doyen Kegewe nous manque. Donc c'est Boukaré qui nous écrit depuis Sokodé. Oui, mais pourquoi les médias français ont éludé cela? Ils n'ont pas éludé que cela. Les médias français, oui, les médias, par exemple la chaîne YouTube de l'Élysée n'a pas diffusé la deuxième partie de la conférence de presse que Macron a eue avec le président Tshisekedi, parce qu'il y a eu justement des tiraillements. Et donc, il est allé se détendre. Mais pourquoi? Les médias français travaillent pour l'image de leur président. Et donc, ils ne peuvent pas, de toute façon, ils ne l'ont pas fait, mais il faut comprendre que nous, on n'a même pas intérêt à voir qu'est-ce que les Français font pour eux ou pas. Nous avons intérêt à créer à notre niveau ici des médias puissants qui permettent de vendre l'image de l'Afrique, qui permettent de vendre notre potentiel, etc., etc. Je suis surpris que nos dirigeants ne comprennent pas que pour être efficaces dans la gouvernance d'État, pour créer la complicité du peuple, pour avoir les manettes qu'il faut et mobiliser les consciences autour des idéaux qu'eux ils mettent en place, il leur faut des créneaux de ces gens-là aujourd'hui. La France continue de nous influencer, c'est par les médias, c'est par leurs organes de presse, etc., qu'ils continuent de nous influencer. Mais si nous voulons commencer à nous construire, c'est un des paramètres extrêmement importants qui est d'avoir des médias qu'il faut. Maintenant, si les médias français ne montrent pas les insuffisances, les carences, les écarts de comportement du président français, mais les médias, si on les a sérieusement en Afrique, mais nous on va le montrer et le monde entier le saura aussi. Pierrot, depuis l'Iowa, nous a écrit aux États-Unis. Bonjour, monsieur Luc, un ancien camarade de l'INIA, lycée de... Ah oui, en tout cas, enchanté. Et Agile, merci beaucoup. Pierrot, pour votre retour, hein, vous nous avez manqué quelque peu. Macron cherche et au lieu d'être humble, a choisi de vouloir humilier les Africains. Il est temps que cette France s'occupe de ses propres problèmes. Macron ne fait qu'agir comme un vrai dictateur ignorant. Moi-même,
pas si entre Mbalo et Macron qui sortira meilleur comédien de l'année pour seconder Zelensky. Hein. C'est méchant. Hein. Non, mais vraiment, il est rigoureux. Non, disons que Macron a été bien servi, en tout cas, par les analystes français, hein, les journalistes, les analystes politiques, l'opposition en France, les influenceurs, mais les critiques dont il fait l'objet, j'ai l'impression malheureusement qu'il ne tire pas les leçons en fait de ces bourdes, de ces erreurs du passé, etc. Et donc je suis un peu mal à l'aise en fait de voir un président d'une puissance occidentale autrefois respecté, effondrer aussi vite cet édifice-là, simplement par une attitude maladroite, condescendance, etc. Bon, finalement, voyez-vous, on l'assimile aujourd'hui à un comédien. Et ça, c'est pas, je crois pas que ce soit bien pour l'image de la France. Ce n'est même pas bien non plus pour même l'Afrique qui le prend comme un partenaire privilégié. Voilà. Oumar Sow nous écrit du Mali. Oumar Sow, merci beaucoup. Bonjour. C'est notre dirigeant qui nous trahit. J'ai une question. Est-ce que Macron peut aider l'Afrique? Merci, je vous salue du Mali. Oumar Sow, je vous remercie pour votre émission. Est-ce que Macron peut aider l'Afrique? S'il pouvait aider, il l'aurait fait depuis. Mais il n'y a pas que la personne de Macron. Depuis 1960, enfin dans les années 60 où on a eu nos indépendances, on nous a toujours parlé de l'aide. L'aide au développement, on fait des aides budgétaires, etc., etc. Et malheureusement, nos États ne font que reculer. En tout cas, ils font du surplace et n'arrivent pas à émerger. Aucun pays au monde ne peut espérer grandir, se développer, s'épanouir avec de l'aide. C'est naturel, ça. En réalité, tout le monde est né pour contribuer, pour impacter son environnement et donc assurer sa survie par son intelligence, ses initiatives, ses actions, etc. Même si on doit avoir l'assistance de quelqu'un, la personne ne peut pas autant nous aimer, se préoccuper et prendre en compte toutes les aspirations inhérentes à notre vie. Donc, il faut que nos dirigeants le comprennent, qu'ils tiennent ce discours-là au sein de la masse, parce que puisque c'est la masse qui crée la richesse dont le dirigeant utilise pour pouvoir faire des actions de gouvernance, il faut que nos dirigeants commencent à avoir un discours qui crée cette conscience-là, cet éveil-là au sein de la masse, et qu'on comprenne que notre vie dépend fondamentalement de nous, parce qu'au moment où on essaie, on n'a pas demandé l'avis de la France. Au moment où nos pays se créaient, ce n'était pas la France qui a permis qu'on compte parmi les vivants. On ne peut pas compter ni sur la France, ni sur les États-Unis, ni sur la Russie pour avoir une perspective donnée. Il faut avoir, un élément qui permette d'aller vers les autres puissances. Mais si vous venez avec les mains seulement pour demander le partenariat, mais ils viennent, ils disent, ils vont vous aider, ils vont vous accompagner, etc. Mais comment on peut accepter le principe de l'assistanat alors que nous avons tous nos facultés en tant qu'hommes à part entière? C'est d'ailleurs une insulte pour nos dirigeants, mais en même temps pour notre peuple. Voilà. Mais les téléspectateurs sont très, très nombreux encore à vous écrire. Je rappelle le contact pour nous envoyer vos contributions via WhatsApp, plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Nous partons pour Palimé. Palimé que lui connaît très bien. Oui, bien sûr. C'est une ville touristique. Victor nous écrit: bonjour le plateau, merci infiniment pour la manne de midi tous les dimanches. Merci beaucoup. Ces questions maintenant. Pourquoi le Mali et les autres pays, 14 pays, tardent à créer leur monnaie unique? 2. Pourquoi le Conseil de sécurité refuse de discuter la plainte que le Mali a portée à l'encontre de la France, qui arme et paye les djihadistes dans nos pays? 3. Il s'adresse maintenant à New World. Oui, c'est compris. Merci, Victor. Voilà. Alors, pourquoi ces pays tardent à créer leur monnaie? Bon, c'est tout un processus.
Moi, je pense que si ces errements-là continuent, évidemment, à un moment donné, nos États comprendront qu'il faut commencer à s'assumer, assumer entièrement leur souveraineté, commencer à créer la richesse interne, produire véritablement pour pouvoir exporter. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Afrique, on dit que notre apport dans le commerce international ne vaut même pas 2%, etc. Mais c'est ici qu'on vient puiser tout ce qui nourrit le monde entier. Donc, si on comprend cela, à un moment donné, il faut commencer par assumer la souveraineté. Il ne faut pas la décréter, il ne faut pas la proclamer. Quand vous voulez dire que vous êtes un président souverain, assumant son identité, il faut que les manettes qui permettent de gouverner un pays soient entre vos mains. Donc, s'ils n'ont pas encore créé leur monnaie, mais je pense qu'avec l'éveil de conscience, avec le processus là qui est enclenché, et les discours, les critiques qui sont formulés à la place publique, nos dirigeants comprendront qu'ils sont obligés de prendre des initiatives intelligentes, clairvoyantes, parce qu'ils doivent jouer fondamentalement, eux aussi, l'intérêt de leur pays. Aujourd'hui, nous parlons de la France, mais la France joue ses intérêts. La France, le dirigeant français, il est élu pour défendre les intérêts de son peuple. Et donc, quand il vient en Afrique, c'est fondamentalement pour cela. Et maintenant, le reste, il habille cela avec d'autres méthodes. Mais il faut qu'on ait un contrepoids. Si on n'a pas le contrepoids et qu'on est obligé à chaque fois de tendre la main, évidemment, il faut s'attendre à ce genre de situations désastreuses. Oui. Alors, nous écrit de Luxembourg maintenant, Madame Koulibaly Assitane Fofana. Salam alaikum, bonjour mon frère Gilles, salut à Luc Abaki. Pour elle, les Africains ont beaucoup de chemin à faire pour se débarrasser de la France. Elle estime que la France est troisième pays mondial avec les réserves d'or, alors qu'il n'y a pas petit grain d'or en France. C'est ça. Pour elle, voilà. La France s'appuie sur l'Afrique. Oui, c'est clair, c'est une évidence. Ce débat ne se pose vraiment plus. Et je ne comprends pas que depuis là, on n'a pas pris des initiatives sérieuses pour pouvoir commencer vraiment à faire la voie. L'idée n'est pas de chasser la France, non. L'idée, c'est de créer un contrepoids qui permet à nos dirigeants de parler d'égal à égal avec ceux-là que nous appelons la puissance. Mais comment sont-elles devenues des puissances? C'est tout un processus. C'est un schéma qu'il faut respecter. Si nous, on ne comprend pas qu'il faut initier des actions à la base, prendre le temps qu'il faut pour construire des États solides, avec des institutions solides, avec un état d'esprit des gens qui veulent aller loin, et une façon de vivre ensemble, bien sûr que si nous laissons la marge donc à ces puissances-là, pas que la France, mais les autres puissances-là, qui jouent aussi leurs intérêts en Afrique, bien sûr, quand ils se mêlent, mais ils se mêlent de tout. Même ils effondrent les valeurs identitaires, les valeurs culturelles et tout ce que nous avons qui pourrait nous définir en tant que société à part entière, se possédant par ces acquis culturels, ces mœurs et tout et tout. Tout est bafoué aujourd'hui parce qu'il faut ça pour que les prédateurs extérieurs que nous considérons naïvement comme étant les références du monde viennent justement nous donner des leçons et en même temps puiser de nos richesses. Je vous donne un exemple simple. La colonisation, elle avait permis quoi? Elle a permis d'exploiter nos terres, nos ressources, etc. pour nourrir l'économie du Nord. Normalement, lorsque nous avons les indépendances, est-ce que nous sommes fondés à encore cultiver les produits de rente qui servent toujours à nourrir les économies du Nord alors qu'il y a la famine? Nous manquons de quoi produire pour manger, tout simplement. Ça veut dire que les priorités doivent même être revues. On ne peut pas être dans cette logique. Mais pourquoi nos économistes ne s'interrogent pas sur ces questions? Mais justement, c'est la vraie question aujourd'hui, faut-il continuer par cultiver les cultures? Ce n'est pas fondamentalement le problème des économistes. Est-ce que ça nous amène des devises? Parce qu'on va vous dire que ces cultures sont vendues, mais véritablement, est-ce que ça contribue? Voilà, c'est une question de vision politique. C'est une question de méthode de gouvernance. Lorsque vous avez une bonne méthode de gouvernance et vous avez votre vision, vous savez très bien comment il faut conduire le peuple. Quels sont les leviers que vous devez activer? Les économistes ne nous alertent pas. Ils sont nombreux. Mais même s'ils parlent, même si vous allez voir plutôt qu'il y a une propagande qui encourage plutôt la population à produire des produits de l'autre. Est-ce que vous savez? Donc, c'est une question politique. Il faut que nos dirigeants priorisent
et certaines productions qui permettent d'abord d'alimenter la population, d'assurer son épanouissement. Dès l'instant où vous avez cela, vous pouvez commencer à exporter et toutes les fois où vous devez produire, ça doit alimenter votre économie, votre industrie, etc. Donc, on ne peut pas continuer d'alimenter, on ne peut pas continuer avec l'héritage de la colonisation et espérer se développer demain. Vous voyez que vous pensez que la France a mis en place le franc CFA parce que elle veut vraiment assurer le développement des pays africains. Mais c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Machatom Maglibé nous écrit. Salut le plateau, Maglibé Machatom depuis Guérin-Kouka, les mamelles du Togo. Merci Machatom. En toute honnêteté, je dis bravo à la France de Macron qui a compris le message de la jeunesse panafricaine et qui courageusement essaie de changer de paradigme, quoique étant la seule à profiter de la fameuse France-Afrique. La France a bien compris que de gré ou de force, l'Afrique arrachera sa souveraineté, la vraie indépendance totale, comme entamé au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Ma question est la suivante. Pendant ce temps, que font nos dirigeants Mbalo, Ado, Macky Sall? Ils mettent plutôt les pieds sur les freins à travers des résolutions et sanctions bidons. Non, c'est pas, ils ne le font pas délibérément, ils le font par contrainte justement de ces puissances qui ont intérêt à ce que on ne s'épanouisse pas. Il faut qu'on soit clair. Tant que nous serons divisés, ça va. La France et d'autres puissances auront intérêt, en tout cas seront là. Ils seront là parce que ils vont toujours surfer sur notre fragilité, notre incapacité à nous assumer. Mais pourquoi la France avait laissé des bases militaires en Afrique après la colonisation? C'est parce qu'on n'avait pas d'armée à l'époque. C'est parce que ils nous ont fait croire que c'est pour aider à assurer la sécurité, etc. Comment, pendant 60 ans, on n'a pas été capable de mettre en place des armées qui puissent prendre en charge, en tout cas le relais, assurer le relais, et qui puissent justifier que la France puisse partir? Non, la France n'a pas intérêt à ce qu'on soit construit. La preuve, c'est que si elle n'a pas des intérêts à rester chez nous, mais au Mali, on dit mais partez. C'est devenu un vrai problème, à la limite même un scandale au plan national, où pendant des mois, il y a eu vraiment des joutes oratoires, des combats de verbes et tout. Mais au Burkina Faso, on dénonce un accord militaire et puis vous dites non, mais vous attendez les explications. Mais c'est dans mon pays. Nous sommes entendus que bon, mais on va collaborer sur un plan militaire. Et tout. À un moment donné, j'ai dit bon, ok, ça va. Ça veut dire que je suis prêt à m'assumer. Quelle explication vous voulez que je vous donne, alors que l'accord lui-même prévoit les conditions dans lesquelles on doit pouvoir se... C'est pour dire que dans tous les cas, la France est consciente, comme il a dit, elle est consciente que la situation devient tendue, difficile pour elle en Afrique. Mais elle n'a pas de choix que de se battre pour pouvoir rester dans cette position-là. Parce que toutes les injures, toutes les attaques, tout ce que Macron subit sur le territoire africain, tout comme en France, dans sa politique en Afrique, devait l'amener à dire, bon, mais écoutez, je suis là pour vous aider, vous ne me comprenez pas, je m'en vais. Mais le départ des Français au Burkina Faso s'accompagne de la recrudescence des attaques terroristes? Non, il n'est pas là pour lutter contre le terrorisme non plus. Et puis, là, quelqu'un avait posé une question, on n'a pas répondu malheureusement, parce que c'était une deuxième question. Pourquoi la plainte du Mali auprès du Conseil des Nations Unies n'a pas prospéré? Vous avez vu l'attitude de la France en la matière. Ça veut dire que la France n'a aucun intérêt à ce que ce dossier soit abordé au niveau du Conseil de sécurité. Parce qu'elle a peur des révélations qui seront faites. Et donc, la France ne peut pas laisser, elle joue toute la diplomatie nécessaire pour empêcher que ce genre d'éléments puissent être mis à la place publique. Mais parce pourquoi c'est seulement aux Nations Unies qu'il faut sortir ces révélations? Oui, c'est la tribune. Pourquoi le Mali ne peut pas, si les Nations Unies ne lui offrent pas cette tribune, pourquoi elle ne peut pas saisir la presse? Et vous savez, nous sommes en politique, on est dans un contexte politique. Chacun tient l'autre par là où il est fort. Vous voyez? La France négocie. Pendant qu'elle parle à la place publique de cette manière-là, mais elle négocie certaines choses. Donc, le Mali n'a pas, pour l'instant, intérêt à faire sortir certaines choses. Si, dans ses rapports avec la France, les choses s'améliorent. Bon, vous avez compris le message. Vous avez vu lorsque le représentant de la France avait osé aborder ce sujet-là à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre Abdoulaye Diop a repris la parole. Et il lui a dit, mais écoutez,
Si tel est le cas, il faut bien que la France puisse porter justement le sujet afin qu'il soit abordé à la place publique. Et puis c'est fini. Ils n'en ont plus du tout parlé. Donc il faut comprendre que c'est la politique. Le Mali, si, vous avez vu il y a à peine 2 semaines que le Mali a dénoncé la plume de la France au Conseil de sécurité. C'est de façon progressive. Et je dis que les dirigeants maliens sont vraiment stratèges. Il faut tenir, il ne faut pas tout laisser. Si vous mettez tout à la place publique, avant d'avoir atteint un certain nombre d'objectifs, vous ne pouvez pas faire le contrepoids. Momo nous a écrit de Lomé. Bonjour à toute l'équipe. Encore une belle émission animée par un animateur talentueux. Ah, Luc, je reçois des fleurs. Ah ben oui, tu le mérites. Analyse pertinente de votre invité du jour. Vous en recevez également. Ah ouais, ben merci. La France n'a aucune vérité à dire aux Africains. Le Mali fait la fierté de l'Afrique. Les 3 piliers qu'ils ont érigés sont légitimes. Pourquoi les autres pays d'Afrique ne suivent pas le même modèle? Le développement de nos pays ne passe-t-il pas par des relations bilatérales gagnant-gagnant avec d'autres puissances? S'interroge Momo de Lomé. Ils sont encore très nombreux. Je vais enchaîner. Bonjour le plateau. Bonjour Luc. Félicitations pour le niveau des discussions. C'est le sage depuis Sokone. Si nous, Africains, nous voulons peser sur l'échiquier mondial, nous devons construire notre développement à partir de nos valeurs, nos richesses propres à nous. Mais si nous voulons nous développer en comptant sur ce que l'Occident nous propose, on sera toujours les esclaves de nos frères occidentaux puisqu'ils ne peuvent proposer que ce qui leur permet de nous dominer encore beaucoup plus. L'Afrique noire doit repenser son système politique, son éducation et sa religion. Bon dimanche, merci beaucoup au sage. Meilleur analyste, courage à vous, monsieur l'analyste. On peut rompre tous les accords coloniaux avec la France, se demande notre téléspectateur. Ben, tout dépend de la volonté politique de nos dirigeants. Si c'est au moment de la colonisation, ils ont eu ces genres d'accords, c'était le contexte de l'époque. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Il y a eu un mythe autour de cette affaire. Mais bien sûr. On a longtemps pensé que ces accords coloniaux étaient impossibles à rompre, mais le Burkina l'a fait facilement. Tout à fait. Avant, le Mali aussi a procédé. Voilà, donc ça veut dire que c'est faisable. Sans bruit. Oui, je crois que c'est un processus qui est irréversible, ça c'est clair. Et la France le sait, mais comment, quelle est l'alternative que la France peut trouver aujourd'hui? C'est tout le problème. C'est pour ça que j'ai dit que le président Macron, c'est un président inquiet de l'avenir, de son avenir en tout cas en Afrique, mais inquiet aussi de l'avenir de la France, parce que même en France, la marge de Macron est en train de se réduire de façon drastique. Il reçoit beaucoup de flèches de partout et souvent, quand les présidents français avaient ce genre de problème, ils se rachetaient par la conquête de l'Afrique, par ce qu'ils puisaient en Afrique, etc. Ils redoraient même leur blason, voilà, en s'appuyant donc sur l'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et ça va être extrêmement difficile. J'ai peur que la France, à un moment donné, ne soit plus dans sa posture de puissance internationale. Abel aussi nous a écrit de Lomé. Bonjour. Je suis vraiment fier de l'analyse que fait l'invité sur la tournée africaine de Macron. C'est vrai, la France, un parasite, un pays qui ne peut pas garder sa position internationale sans exploiter les pays africains francophones. Cependant, nous devons poser de réelles questions. Que font nos chefs d'État pour rompre avec ces liens honteux qui durent bientôt 70 ans après les indépendances? Le peuple africain bouillonne de volonté de rupture radicale avec cette France, mais nos dirigeants continuent par avoir peur. Le ton est donné par le Mali, le Burkina Faso, etc. Qu'est-ce qui empêche nos présidents à emboîter le pas à ces jeunes présidents énergiques et dans une sorte de révolution à renvoyer la France à sa dimension réelle? Nos chefs d'État pensent livrer encore les présidents révolutionnaires du Mali, du Burkina Faso, comme leurs prédécesseurs l'ont fait. Thomas Sankara Sylvanus, Limpio, autres, merci. C'est Abel qui nous a écrit de Lomé. Bonjour le plateau, forum. Au prime abord, je vous remercie
pour la qualité de votre débat. Je pense sincèrement que parler France-Afrique est une insulte pour le peuple africain, car dans aucun cas on ne doit accepter la comparaison entre un État France et un continent Afrique. Comment peut-on comparer un pays à un continent? Donc il faut d'abord bannir cette expression France-Afrique par Alaï Arama depuis le Mali. Merci. Arama, Anigo Sogoma au Mali. Bonjour et merci pour votre disponibilité à nous ouvrir les yeux. Pour ma part, Macron a tout perdu et veut se racheter par le biais du Congo. Mais il se trompe car le jour vient où même la justice divine va le poursuivre. Merci. C'est Sylvestre Ntandé de Blita au Togo. Bonjour Niwad, et à son invité Lucas Baki, il revient aux peuples africains et à leurs dirigeants de prendre le destin de l'Afrique. Pour moi, les discours de Macron prouvent qu'il n'a pas de bons conseils à l'Élysée. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts disait le général de Gaulle. Donc c'est à nous de décider de l'avenir de notre continent. Sa présence sur le continent est de maintenir sa proie. Ce n'est pas à elle de choisir les partenaires pour l'Afrique. Il est temps qu'elle cesse de parler au nom de l'Afrique. C'est Monsieur Ouro qui nous a écrit de Demakwe. Sylvestre aussi. Bonjour Gilles, bonjour à l'invité. L'Afrique n'a pas besoin de la France ni de Macron. Le seul problème des Africains est l'Occident. Les dirigeants africains sont à la merci des Occidentaux qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Quel est le but de la tournée africaine de Macron? Aucun. Il est venu boire avec les artistes musiciens congolais dans les bistrots. Quelle leçon peut-il nous donner, Sylvestre, depuis Voga? Merci beaucoup, Sylvestre, qui estime que le problème africain, ce sont les Occidentaux. Est-ce que ce n'est pas voir simplement une partie du problème? Entre autres, oui. Vous voyez, le vrai problème que nous avons, c'est d'accepter le principe qu'il y aurait un État supérieur, une puissance, comme nous les appelons, simplement parce qu'ils ont une industrie, ils ont l'argent et ils ont les armes. Donc, nous les considérons comme étant les références du monde. Or, c'est un processus. Qu'est-ce qu'il nous faut pour vivre? Si nous avons déjà l'air que nous respirons, nous comptons parmi les vivants. Si nous avons de quoi manger, nous comptons parmi les vivants. L'enjeu pour nous reste quoi? La capacité à créer de la richesse en utilisant l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, si nos dirigeants comprennent qu'en vérité, qu'il y ait une puissance extérieure ou pas, qu'il y ait des gens qui ont des armes ou pas, mais dès l'instant où ils héritent d'un État, ils font l'état des lieux et ils commencent à construire le pays à partir des fondamentaux qui existent et qui doivent construire, notamment les valeurs sociales. Vous savez, toutes les sociétés ont été organisées. Même nos sociétés d'hier étaient plus organisées que celles que nous avons aujourd'hui parce qu'elles sont déstructurées. L'Afrique a été à un moment donné la référence économique du monde quand même, pendant plus de 3000 ans. Alors, comment ces gens-là avaient fait? Est-ce que nous devons prendre toujours tirer des leçons, nous appuyer forcément sur les paradigmes qui sont définis par l'Occident, par la France, etc. Avant d'envisager notre développement, il faut choisir notre système de gouvernance. Il faut comprendre que la vocation du président ou du dirigeant, c'est l'épanouissement de son peuple. Maintenant, quelle est la voie par laquelle il assure cela et garantit le développement de son pays? C'est à lui de définir cela. Ce n'est pas en copiant ce qui vient de l'extérieur, de la France. Parce que quand la France, Macron, se met à l'Élysée et il dit le genre de partenariat qu'il va avoir avec l'Afrique, les aides qu'il entend appuyer, il dit qu'il va investir dans tel domaine, parce que les défis de l'Afrique, c'est tel. Ce n'est pas à lui de poser le diagnostic. C'est à nous de lui dire nos besoins. Et nos besoins, nous les définissons. Et nous définissons aussi la stratégie par laquelle nous mobilisons nos ressources. Mais si nous pensons que ces puissances occidentales vont toujours nous appuyer parce que, mais écoutez, notre situation restera comme telle, malheureusement. Bonjour Gilles, bonjour Luc et bon retour au plateau. Merci. Bon retour. J'espère qu'il sera durable. Il est là, je suis là en tout cas. Le président Macron démontre que la France est en déperdition. Elle a tout perdu en Afrique. Au lieu de s'occuper des grognes
qui se passe en France suite à la loi des retraites. Vivement contesté par les travailleurs. Il vient nous polluer notre vivre ensemble. C'est Benjamin depuis Lomé à Guéléguacito. La nouvelle jeunesse africaine se réveille et la France doit revoir sa stratégie envers les pays africains. Merci beaucoup Benjamin de Léguacito. Qui d'autre? On enchaîne avec Katapame Christophe. Bonjour le panel. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul invité. Oui, le deuxième a eu un petit souci. Anani Soso, il n'a pas pu nous rejoindre. Le second, donc, n'a pas pu répondre. Ou comment, oui, voilà. Félicitations à Étienne Tshisekedi qui a mis Macron à sa place publiquement. C'était une belle leçon. L'invité qui dit: j'invite tous les chefs d'État africains à réagir de la même manière pour dire à la France que assez comme ça, sa politique de néocolonialisme en Afrique. Christophe, depuis Atapame. Merci beaucoup, Christophe. Salut à vous. C'est Dalakina Claude depuis Niamtougou. Merci pour l'émission et les éclaircissements rapportés par l'invité. Macron force les choses. Il est en train d'endommager les liens franco-africains qu'ont construit ses prédécesseurs. Il a tenté de nous appeler. C'est Isaac Baounga, Isaac Bamouiga Makourou depuis la RDC. Hein. Je suis branché sur votre fréquence TV. Je salue l'intervention du président Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, hein, Isaac Bamouiga Makourou depuis la RDC. Qui d'autre? On va finir cette émission. Aujourd'hui, il est clair que la supposée puissance de la France est un leurre. Il a fallu que la Russie s'intéresse à un tout petit peu à l'Afrique et on voit la débandade française. Bon début, bon débat sur New World Info. C'est qui nous a écrit, c'est Carbois. Baoubadi depuis Dapaon. Merci. Bonjour Gilles, merci à votre émission. Merci pour votre émission. Ma question est celle-ci. Quelle serait la position française en Afrique si les Africains se réunissent? Je félicite votre invité, c'est Nabiema de Mango. Oui, voilà. On se fout réellement de la position que la France adopterait si on commence à trouver nos solutions par nous-mêmes. La France doit adopter une position qui lui permet justement de, voilà, d'être dans la position, elle est enfin, une puissance, etc. Mais on ne doit même plus, normalement, comme je l'ai dit au départ, s'intéresser à ce que veut faire la France ou à ce que fait la France. Notre vocation, c'est de nous assumer. Mais on ne peut s'assumer que si on commence à s'organiser réellement. Et c'est en cela que nos dirigeants sont interpellés. Ils doivent pouvoir commencer à réorganiser la société. Il ne faut pas qu'on ait peur même d'être matériellement pauvre. Parce que ça, ce n'est pas une fin en soi. C'est un défi qui permet justement d'interroger notre intelligence, de questionner notre efficacité en nous mettant à l'œuvre. Donc on ne peut pas, parce que bon, dans l'immédiat, on n'a pas l'argent, il faut aller ramper sous les puissances occidentales. On n'a pas l'argent, mais on a les ressources. On a les matières premières, on a ce qu'il faut. Comment on entend les valoriser? C'est ça l'enjeu premier. Mais moi, je crois que quelque part, les Européens ou même la France a raison de chercher, en tout cas, ont raison de chercher des espaces parce qu'ils jouent aussi leur survie, comme je l'ai dit. Si nous ne pouvons pas nous organiser, mais nos matières premières ne servent à rien et les puissances occidentales auront toujours les moyens de venir les puiser parce qu'elles ne servent à rien, justement. Babalé, non, Tcha, oui, depuis Cotonou nous a écrit. Merci, Tcha, bonjour Niwod, bonjour Gilles, et bonjour Abaki. Votre pertinence fait qu'à chaque fois que vous êtes dans une émission, je dois la suivre jusqu'à la fin. Hein. Merci. Vraiment, bravo à vous pour l'éclairage que vous apportez à la jeunesse africaine. Ma soif s'est estompée avec vos explications concernant le sujet du jour. Bon dimanche à vous. Merci depuis Cotonou à Babalé, Tcha. Bonjour. Si vraiment nos dirigeants nous aiment en Afrique, se demandent Gbeke Awadagbe et Jean qui nous a écrit du Bénin. Calavi, courage à vous. Awadagbe Gbeke. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mais ils sont encore très nombreux. On ne pourra pas relayer les questions de tout le monde. Je prends par hasard encore du Bénin qui, là, merci à l'invité qui
a une vue très réaliste des relations franco-africaines. La France est acculée. Macron a dépassé les autres puissances, propose mieux à l'Afrique. Bientôt, elle va perdre toute son influence en dehors de la Russie. La Chine fait sa percée en Afrique. C'est Pintos Nyagnon qui nous a écrit depuis Cotonou. Monsieur Luc, pensez-vous que la France peut encore se rattraper en Afrique avec le sentiment anti-français qui grandit? Et on va terminer avec cette question. Oui, mais à condition qu'elle prenne conscience et qu'elle change surtout sa méthode, sa manière de converser ou d'agir avec les pays africains. Sinon, si ce n'est pas le cas, comme je l'ai dit, la France est un partenaire. Elle a des valeurs qui peuvent profiter aux États africains, au peuple africain, mais il faut bien que l'élite politique française change systématiquement son regard sur l'Afrique. Merci beaucoup, Luc Kouméalo Abalo, d'être passé sur ce plateau. Nous remercions Akleso Binyang qui a assuré la réalisation de ce forum. Rebecca Vessou s'est chargée des caméras. Dans un instant, c'est une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne. À très bientôt.